Alors, en complément de ces scénarios, ont été organisés des ateliers portant plus particulièrement sur des domaines d'usage possible de systèmes IA pour la santé, sécurité au travail. De courtes synthèses de ces 3 ateliers vont vous être présentées. Je vais appeler pour le premier Marc Bierry. Martin, je vous ai rebaptisé, c'est 2035. Martin Bierry, où est-il? Voilà. Martin Bierry, vous êtes chargé d'études prospectives au LINC. On dit LINC ou LINC? LINC, voilà, le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL, la Commission informatique et liberté. Le LINC, c'est un laboratoire pluridisciplinaire dont l'une des missions est notamment la prospective, d'où la participation de ce laboratoire à cet exercice de l'INRS. Vous allez nous parler des usages possibles des outils d'IA en épidémiologie et accidentologie. Tout à fait, bonjour. Moi, je suis désolé, moi je vais être beaucoup plus terre à terre a priori. Puisque je vais vous parler justement des traitements de données massives et assistance au diagnostic, et on va dire des choses un peu plus, les traductions concrètes en rapport avec la santé et la sécurité au travail. Et une des premières, donc des traductions concrètes et les enjeux que ça va poser évidemment. Et une des premières applications, on va dire concrètes que l'on peut trouver en fait dans la question de santé et sécurité au travail, c'est à travers l'épidémiologie. Et ça va être dans un premier temps forcément les nouveaux traitements qui vont être possibles grâce à l'IA, notamment sur des populations qui sont plus vulnérables ou plus exposées. Et en parallèle de ça, ça va être forcément aussi un meilleur croisement des bases de données qui sont déjà existantes, qui vont permettre justement d'aller un peu plus loin que ce qui peut être fait actuellement. Et par exemple, à titre d'illustration, c'est ce dont parlait Jennifer tout à l'heure, c'est l'étude de l'INRS sur la polyexposition, qui est justement un croisement entre différentes bases nationales qui sont déjà existantes, de manière rétrospective, pour essayer de faire des liens entre exposition et pathologie. Deuxième cas, on va dire un peu plus pratique, c'est l'accidentologie. Et là, on pourrait justement partir sur les questions, tout ce qui tourne autour des systèmes de traitement automatique du langage, pour aller chercher en fait des ressources qui sont peut-être pas assez encore utilisées, c'est tout ce qui va être données mal structurées ou données textuelles. Et là, donc, on a 2 exemples. Donc, par exemple, quand on parle de données textuelles, ça pourrait être des comptes rendus d'accidents du travail. Et par exemple, sur la première illustration, donc PLUS, qui est d'un Processus Language Upgrade Safety, une solution justement de traitement de données textuelles, permettrait justement d'aller chercher les similarités dans les déclarations d'accidents du travail pour essayer de recréer des scénarios et de voir en fait d'apporter plus de contexte et de plus de compréhension à ce qui s'est passé dans tel ou tel accident qui se répète dans le temps. La deuxième illustration, c'est un outil développé par la CRAMIF pour aider en fait les agents de caisse chargés de la tarification pour les aider dans la codification de ces déclarations. Sur les conditions nécessaires au développement, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de surprises. Il y a 5 points qu'on a voulu mettre en avant. C'est d'abord forcément une disponibilité de grandes masses de données et de données de qualité qui permettrait justement un développement de l'IA. La volonté des acteurs forcément aussi de partager ces données, qu'on parlait donc des croisements de bases nationales, mais ça peut être des bases publiques ou des bases privées, et qu'il faut que les acteurs se saisissent aussi de ce sujet-là. Là, c'est un truc qui me concerne un peu plus aussi, c'est la question de la mise en place d'un cadre réglementaire avec les régulateurs, etc. Donc la protection des données, la sécurisation, mais aussi la compatibilité des bases, l'interopérabilité sont des choses quand même assez importantes. Après, sur des points de vue aussi un peu plus pratiques, on va dire la capacité de stockage, la capacité de calcul et de traitement de toutes ces données, qui va avec la massification. Et évidemment, la question des performances, l'amélioration pour avoir une IA fiable et qui permettrait justement donc des résultats qui soient interprétables et qui soient utilisables. Les bénéfices attendus, pas de surprise non plus là-dessus, c'est des progrès donc dans l'évaluation et l'analyse des risques permettant des avancées en prévention. Sur les atouts, donc comme on l'a vu avec les illustrations, ça peut être les détections de nouveaux facteurs de risque, ou combinaisons de facteurs, donc comme la polyexposition, que ce soit pour les accidents ou pour les maladies. Et en parallèle, on va dire un meilleur suivi de santé des travailleurs tout au long en fait, de leur carrière, et notamment, comme on l'a dit tout à l'heure, sur des populations particulières qui peuvent être soit plus vulnérables, soit un peu en marge, etc. Donc là, par exemple, on prend un exemple des travailleurs saisonniers ou les intérimaires. Sur les points de vigilance, garantir la sécurisation des données personnelles, c'est un peu mon côté CNIL qui revient, mais effectivement on parle de données de santé, donc c'est quand même pas des données qui sont anodines. La question de la transparence des objectifs du traitement et prévenir tous les détournements évidemment d'usages qui peuvent être faits de l'intelligence artificielle.
Ensuite, il y a 2 risques qu'on a identifiés. Le premier, c'est la question de l'individualisation du suivi des travailleurs, qui ferait qu'en fait, on se focaliserait vraiment sur des risques individuels et qu'on oublierait, en fait, on va dire, un regard global et qu'il y aurait seulement, on va dire, une entrée individuelle de la prévention et non plus collective. Enfin, un deuxième risque qui est sur la question de la centralisation du pilotage. Évidemment, comme c'est des investissements importants, il peut y avoir un côté d'enfermement de qui a accès ou de qui peut faire ce pilotage en fait, de la SST au sein des entreprises notamment. Et quelles implications pour les acteurs de la SST? Alors là, pareil, c'est 4 grands points. Il y a forcément une montée en compétences pour essayer de comprendre, enfin, pour être capable d'appréhender en fait, ces solutions d'IA. Il y a tout le dialogue et les échanges avec les régulateurs, avec la réglementation, les instances de normalisation qui sont nécessaires pour que l'IA puisse s'appliquer dans ce cadre de la santé et la sécurité au travail. Il y a de ne pas focaliser sur les outils, qui restent des outils, et il ne faut pas mettre de côté les approches globales et toutes les missions qui sont liées à la SST. Et enfin, de manière assez générale également, tous les risques qui sont liés en fait à l'IA, donc l'entraînement, le fait que ça soit lié à des données qui sont collectées, donc invisibiliser certains domaines ou certaines populations qui ne sont pas couvertes par la collecte de données. Et je crois que j'en ai terminé sur ce cas d'usage. Merci beaucoup à Martin Vieri. Je vous laisse rejoindre la salle. J'appelle Timothée Sylvestre pour nous présenter le deuxième cas d'usage, technologie de sécurisation des environnements de travail recourant à l'IA. Timothée Sylvestre, vous avez une double formation d'ingénieur en biotechnologie et d'ingénieur en informatique. Vous avez intégré le CE en 2015 comme responsable d'IDES Laboratory, que vous avez dirigé pendant 4 ans. Et actuellement, vous vous concentrez sur des missions de veille et de prospective technologique au sein de... Alors, est-ce qu'on dit Y-Spot ou E-Spot ? On dit Y-Spot. C'est à Grenoble, hein, c'est normal. Voilà. En fait, ça veut dire la confluence entre le DRAC et l'ISER. Vous avez raison. Voilà. Ah oui, on le voit bien visuellement. C'est le centre d'innovation ouverte et collaborative du CEA à Grenoble qui a été inauguré juste avant le Covid. C'était le 31 janvier 2020. Alors, je vais vous laisser nous expliquer le deuxième cas d'usage. Voilà, donc les aspects de sécurisation environnement du travail. Globalement, l'objectif, c'est d'alerter, d'utiliser l'IA pour alerter les dangers imminents ou de prévenir des troubles chroniques en informant les opérateurs grâce à des solutions qui permettent globalement d'analyser différents flux, vidéo, caméra, audio, on a parlé de la voix, mais aussi des données biométriques. Il y a tout un tas de paramètres physiologiques qu'on peut monitorer et qui peuvent être analysés par l'IA. Donc globalement, il y a 2 types d'applications qu'on a envisagées. Premièrement, des systèmes de surveillance de l'environnement de travail pour alerter des phénomènes dangereux, pour alerter s'il y a un gaz toxique, s'il y a un objet qui tombe, des phénomènes qui se produisent en surveillant l'environnement. Et deuxièmement, on peut aussi surveiller le travailleur, l'opérateur lui-même, grâce à des EPI connectés. Alors, il en existe un certain nombre. Vous avez entendu parler de casques connectés, chasubles. Il peut y avoir des chaussures de protection avec des semelles connectées qui permettent de faire des mesures régulières et des données biométriques. On peut parler de poids, par exemple, essayer de calculer la charge qu'un opérateur a portée tout au long de la journée ou sur un mois. Alors, les conditions nécessaires pour que ces IA se développent, tout ce qui est embarqué, notamment, nécessite de la puissance de calcul. Et lorsque vous voulez faire de l'inférence, c'est essayer de trouver détecter des choses et de donner des solutions. Ça prend du temps de calcul, donc ça prend de l'énergie. Et donc, il faut essayer de miniaturiser aussi pour limiter ces dépenses énergétiques. Il faut les réduire parce que tout ce qui est encombrant, c'est difficile à porter, donc ça ne va pas être accepté sur le terrain. Et il y a une histoire aussi pour que ça soit en temps réel. Il faut que ça soit avec des temps de latence, on en a parlé tout à l'heure, faibles. Et donc, il faut des réseaux qui soient rapides. Donc, on parle de 5G, il y aura la 6G bientôt. Tout ça, ça coûte aussi. Et pour que ça soit déployé sur le terrain, il faut, pour que chaque équipement soit déployé sur le plus grand nombre, il faut réduire les coûts globaux de ces équipements.
Alors, les atouts pour la SST, ça permet aussi de développer des nouveaux outils qui permettent de réduire la sinistralité, de sécuriser les environnements, améliorer la prévention des salariés, les former aussi grâce aux données qu'on peut avoir et cibler des actions sur certains topics qu'on a analysés sur certains lieux pour mieux cibler les efforts de formation. Des points de vigilance pour le développement de cette IA sur la surveillance, la sécurisation de l'environnement de travail. Alors voilà, il faut essayer de ne pas se limiter sur des facteurs en fait purement techniques et regarder aussi les facteurs organisationnels. Et c'est un risque aussi d'oublier ces facteurs-là. Les gens peuvent s'habituer aussi à se laisser porter par la machine. On le voit, on a eu des accidents sur les Tesla où les gens font complètement confiance à la machine et se mettent en mode autonome et il y a des accidents. Il peut y avoir ce phénomène-là aussi dans les systèmes de sécurité. Voilà, aussi en matière d'obligation de moyens, ça peut être la course aussi à l'armement et d'augmenter les obligations de moyens et peut-être être détourné aussi parfois non seulement sur la sécurité mais plus sur la surveillance et des salariés. Donc ça, c'est des points de vigilance à avoir. Donc les implications pour les acteurs de la SST, c'est quand même une opportunité d'avoir toutes ces données pour pouvoir mieux révéler les facteurs de risque sur le terrain, avoir en fait développé la recherche, mutualiser toutes ces données qui pourront être produites sur le terrain, aussi du coup améliorer la formation et l'information pour les préventeurs. Et nécessité aussi de ne pas exonérer, de s'appuyer complètement sur ces systèmes de sécurisation pour diminuer en fait les actions de prévention et l'effort de prévention. Alors je crois qu'il y a une slide que j'ai loupée, c'était des exemples. Je ne sais pas si je vais pouvoir y revenir. Je crois qu'il y avait un exemple en plus qui était développé par le CEA, Baxter. C'est un système qui permet, sur les camions de recul, par exemple, d'analyser si vous avez un humain derrière. Il y a souvent des accidents, on met le signal d'alerte et quand l'opérateur recule, les gens doivent faire attention. Mais ça a été complété aussi par des analyses de détection de personnes et l'opérateur a une alerte lorsque dans son champ de vision, derrière lui, il y a un individu. Donc il ne faut pas que ça se substitue à sa vigilance, c'est le risque aussi. Il faut que ça vienne en complément. Et il y a les EPI connectés, il y en a un certain nombre qui existent, notamment sur des sites où il y a un travailleur isolé, où il y a, on peut être soumis à un malaise, ou s'il y a une détection de chute, ça peut être remonté aussi pour alerter les secours. Voilà, j'ai un peu, je suis parti dans le désordre, mais je remercie. On a déjà ça dans nos montres. Hein. Voilà. C'est vrai. Merci beaucoup à Timothée Sylvestre. Je vais demander à Michael Sarré de venir me rejoindre pour présenter le 3e cas d'usage, robotique avancée recourant à l'IA. Michael Sarré, il est chercheur en sécurité des machines au sein du CETA. Vous êtes venu avec votre fan club ? Ouais. Donc le CETA dans son ensemble est en milieu de salle. Ingénieur de formation, vous avez réalisé votre première partie de carrière dans la conception de machines automatiques pour le groupe Saint-Gobain et vous travaillez aujourd'hui sur l'impact sur la sécurité de l'intégration de l'IA dans les machines. Ça tombe bien, nous vous écoutons. Oui, donc l'IA, effectivement, c'est immiscé dans les machines et ça donne à ces machines de nouveaux attributs, comme l'autonomie, par exemple. Et donc, on va pouvoir parler maintenant de robotique avancée, donc des robots qui ont des nouvelles facultés. Alors, dans ce domaine, nous avons identifié 2 cas d'usage potentiellement bénéfiques pour la santé et sécurité au travail. Tout d'abord, la téléopération. Donc la téléopération, il s'agit de robots ou de machines qui vont pouvoir faire une tâche et qui seront téléopérés par un opérateur qui, lui, sera dans un environnement protégé, un environnement de pilotage.
Donc c'est un peu plus qu'une simple machine téléguidée, c'est-à-dire qu'on va donner des facultés d'autonomie à ces robots, et puis on va leur donner des ordres assez macro, type des missions à effectuer ou des observations à renvoyer. On ne va pas piloter chaque organe de la machine, mais on va plutôt lui donner des ordres, des ordres de mission. Alors on peut citer par exemple un exemple qu'on a pu observer à l'Andra, à côté de Nancy, dans un site, un laboratoire de test d'enfouissement de déchets nucléaires, où on peut envoyer un robot faire de l'inspection dans la mine, tout en restant dans une salle de contrôle, une sorte de dispatching au niveau du sol. Le second cas d'usage qu'on a identifié pour ce thème de la robotique avancée, c'est la collaboration entre des opérateurs humains et puis des machines. L'intelligence artificielle, elle permet d'augmenter les facultés de perception de nos robots, c'est-à-dire qu'ils vont être capables de détecter par exemple la présence d'une personne dans l'environnement de travail du robot, donc un peu comme les caméras de recul sur les engins de chantier dont tu parlais, Timothée. Ça va permettre au robot d'avoir des réactions qui seront différentes, par exemple de recul ou de s'arrêter lors de l'approche de la présence d'un opérateur humain pour éviter de le blesser. Voilà, donc on a vu quelques cas qui commencent à arriver avec de l'IA dans ces robots. Donc c'est encore un peu en développement. On pense que d'ici 2035, il y aura plus de cas. En ce moment, c'est encore un peu le début, c'est émergent. Voilà. Donc, quelles conditions seraient nécessaires pour que ces équipements se développent, pour qu'on puisse les développer? Tout d'abord, il va falloir faciliter l'accès à la technologie, comme par exemple par la baisse des coûts, l'industrialisation et puis l'intégration de ces technos dans les machines. Étendre aussi les domaines de fonctionnement opérationnel de ces machines. Aujourd'hui, c'est cantonné à quelques cas. Et puis, travailler sur l'acceptation des opérateurs pour qu'ils puissent avoir confiance dans la machine. C'est pas évident de travailler avec une machine qui est un peu autonome, toute proche de nous, Donc, il va falloir travailler sur cette notion de confiance qui a déjà été évoquée tout à l'heure. Voilà, et puis bien entendu, il va falloir travailler sur les capacités fonctionnelles, la flexibilité et puis l'innocuité de ces machines. Voilà, donc c'est des enjeux majeurs pour le développement de ces technos. Les atouts pour la santé et sécurité au travail, c'est tout d'abord la suppression des risques, c'est-à-dire si on fait faire une opération par un robot et pas par un opérateur, on n'aura pas de risque pour l'opérateur. Et puis ou l'éloignement, c'est-à-dire qu'on va lui permettre de faire la même action, le même métier, mais il le fera depuis un poste de contrôle qui sera en dehors du poste de travail. Voilà, ça peut permettre aussi le maintien au poste d'opérateurs dont les tâches physiques ne sont plus supportées par le... Merci. Alors, donc, oui, je disais, ça permettrait le maintien au poste d'opérateurs qui ne pourraient plus faire ces tâches physiques, c'est-à-dire que le robot va suppléer l'opérateur et donc il pourra continuer à rester en poste sans avoir ces tâches physiques à faire. Et puis, on peut imaginer aussi la requalification d'opérateurs, c'est-à-dire que l'opérateur il devienne superviseur, par exemple, du poste, qui serait plus automatisé, robotisé, tout en gardant son métier, Alors, les points de vigilance. Il faudra donc bien rester vigilant sur le fait que
cette robotisation en fait, de la tâche ne vienne pas intensifier finalement le travail des opérateurs. C'est-à-dire que si on remplace les tâches qui sont purement mécaniques du poste de travail, eh ben, on peut imaginer que l'opérateur il aura plus de tâches qui seraient peut-être plus, qui demanderont plus d'efforts de réflexion, parce qu'on va augmenter peut-être la cadence quoi, du travail. On pourrait également perdre les gestes métiers, c'est-à-dire que si les gestes métiers sont mécanisés, ben, le compagnon il sera peut-être plus aussi pertinent, et puis on va dévaloriser un peu les tâches manuelles. Et puis, on a un problème aussi sur les situations anormales. S'il y a une panne, par exemple, ou un fonctionnement un petit peu inattendu, l'opérateur il sera confronté à gérer une situation sans en maîtriser forcément les tenants et aboutissants. L'implication des acteurs de la SST, donc ces robots vont exiger un véritable accompagnement de leur développement par les acteurs de la SST. Donc ça va impliquer une montée en compétences de tous les acteurs, y compris des salariés, pour faire émerger l'acceptation et la confiance. Il conviendra également de s'assurer de la pertinence de l'emploi de ces robots et peut-être de développer de nouvelles méthodes pour évaluer justement la pertinence de cette technologie à ces postes-là. Et puis, il y a des recherches à faire autour de la robustesse et de l'innocuité de ces systèmes pour être sûr qu'ils seront, encore une fois, pertinents. Et puis, il y a certainement un travail à faire aussi au niveau de la réglementation qui est en cours et qu'il va falloir accompagner. Voilà. Merci beaucoup à Michael Sarré.